Je m'appelle Helena Parker et j'avais 26 ans lorsque j'ai traversé la Seine pour recevoir mon diplôme de médecine. Un moment dont j'avais rêvé depuis l'âge de 9 ans. Mais je ne m'attendais pas à ce que les mains mêmes qui m'avaient aidé à étudier pendant mon enfance soient celles qui détruiraient tout ce que j'avais construit. Je n'ai pas entendu l'annonce de mon nom. Pas entièrement. J'entendais la foule applaudir mes camarades de classe, s'encourager les uns les autres, mais à l'intérieur, tout était flou. J'étais trop nerveuse. Mes paumes étaient moites. Ma toge collait à l'arrière de mes genoux. Et mes yeux se sont tournés vers le premier rang, où je savais que ma famille était assise. J'ai cherché le sourire larmoyant de ma mère, le hochement de tête fier de mon père. Mais ce que j'ai reçu à la place, c'était de la froideur. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Mon père, Gerald Parker, était assis raide, les bras croisés, son expression illisible. Ma mère Liliane a applaudi poliment, mais ne s'est même pas levée pour moi. Et puis il y avait mon jeune frère Dylan, le visage vide, la mâchoire serrée. Cela n'a eu de sens que lorsque je les ai rejoints. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Pas de fleurs, pas de photos. Au lieu de cela, mon père a mis la main dans la poche de son manteau et en a sorti le dossier, celui qui contenait la copie physique de mon certificat de docteur en médecine, fraîchement signé et scellé par le président de l'université. « Papa !» ai-je demandé, mon sourire vacillant. Il m'a regardé avec dégoût. « Alors, fier de toi, hein ?» Sa voix était basse mais assez tranchante pour couper un os. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Puis il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. « Ton frère n'a pas réussi. Tu penses que tu mérites de sortir d'ici avec ça alors qu'il a échoué. » Quoi, ce n'est pas... Papa, ça n'a rien à voir avec Dylan. J'ai étudié, j'ai travaillé. Déchire. Le son a été comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. Juste devant tout le monde, il a déchiré mon diplôme en deux. Puis encore une fois. Les bords ont volté comme des feuilles mortes. Et puis il a laissé tomber les morceaux à mes pieds. Les gens se sont retournés. Étudiants, parents, professeurs, tous me fixaient. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Je suis resté là figé. C'était comme recevoir un coup de poing sans jamais avoir été touché. Ma mère s'est penchée et a chuchoté entre ses dents serrées. « Tu es égoïste, Helena. Tu as toujours été égoïste. Ton frère avait besoin de plus d'attention. Tu aurais dû te mettre en retrait. » Je l'ai regardé interloqué. « Tu penses que j'aurais dû échouer pour qu'il puisse réussir ? Tu serviras ton frère maintenant, » a-t-elle dit. « C'est ton nouveau but. C'est ce que fait une famille. Nous ne sommes pas allés dîner. Nous n'avons pas pris de photos. Ils sont sortis du bâtiment comme si de rien n'était. Et je suis resté là, entouré de gens que je ne connaissais pas, tenant les lambeaux d'une vie que j'avais bâtie pendant près d'une décennie. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ramassé les morceaux et j'ai souri, parce que ce moment juste là, c'était le début de la tempête qu'ils n'ont jamais vu venir. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé discrètement. Pas de dispute, pas d'adieu. J'ai entassé mes tenues médicales, mes livres et mes papiers de stage, sauvegardés sur la banquette arrière de ma Honda Civic de 2009, et j'ai quitté Bâton Rouge. Je n'ai pas laissé de mots. Ils n'ont même pas envoyé de message. Ils pensaient que je reviendrais. Ils pensaient qu'ils m'avaient brisé. Mais je ne faisais pas que partir. Je devenais quelqu'un d'autre. Chicago, Illinois. Mon internat première année. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leurs louanges.
J'ai été accepté au Grantwood Medical Center, l'un des hôpitaux traumatologiques les plus fréquentés de Chicago, sur la seule base de mon dossier. La chef de l'internat, le docteur Kendra Hawthorne, m'a regardé droit dans les yeux pendant l'entretien et a dit « Vous avez du cran. J'aime le cran. » Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vu pour ce que j'étais pas pour mon nom de famille. Pas pour être la grande sœur de Dylan. Pas pour être la fille d'un riche avocat fiscaliste et d'une mère mondaine. Juste moi. Je travaillais des gardes de 16 heures. J'étudiais pendant les pauses de 30 minutes que nous avions la chance d'avoir. Je dormais sur un lit de camp dans la salle de garde, je mangeais les restes de snacks du distributeur automatique et je suturais des blessures par balle à 3 heures du matin avec des mains qui n'ont jamais cessé de trembler. Mais je ne me suis jamais plainte, parce que chaque goutte de sueur était un pas de plus loin des cendres dans lesquelles il m'avait laissé. À la maison, c'était une toute autre histoire. À mon insu, Dylan avait abandonné. Après avoir échoué à 2 semestres d'affilée et m'avoir reproché d'être l'enfant modèle, il a sombré. Mes parents ont investi toutes leurs économies pour lui trouver des mentorats privés des programmes en ligne, et même pour soudoyer des membres du conseil de l'université. Mais Dylan ne voulait pas étudier. Il voulait ce que j'avais gagné sans la douleur. Et quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas acheter un diplôme de médecine, ils se sont tournés vers ce qu'ils connaissaient le mieux, la honte et le silence. Ils ont dit à la famille élargie que je les avais abandonnés. Ils ont dit aux voisins que j'étais mentalement instable. Ils ont même dit à la nouvelle petite amie de Dylan que j'étais une présence toxique qui s'était coupée d'eux. Mais je connaissais la vérité, et les quelques personnes qui m'avaient vraiment connu aussi. Le tournant s'est produit un mercredi soir. Un homme d'une trentaine d'années était arrivé avec une grave blessure abdominale, poignardé 2 fois dans le quadrant inférieur gauche. J'ai été désigné responsable sous la direction du docteur Hawthorne. L'opération a été un succès et l'homme a survécu. Quand il s'est réveillé, il m'a regardé et a murmuré « Vous m'avez sauvé ». C'était la première fois qu'on me le disait directement. Et ça m'a frappé si fort que j'ai dû sortir dans le couloir pour respirer. Personne ne pouvait m'enlever ça. Pas un papier déchiré, pas la haine d'un père, pas la jalousie d'un frère, pas le silence d'une mère. J'avais sauvé une vie. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne répondrais plus jamais à leur version de moi. Mais la vie n'avait pas fini de me tester, car 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Helena Parker » a demandé la voix. « Oui. » « Ici, Samantha Willis du Pine Hill Senior Law Center. Vos parents font l'objet de poursuites. » Mon sang se glaça. « Quoi? Pourquoi m'appelez-vous? » « Vous avez été listé comme copropriétaire d'un compte de fonds en fiducie auquel ils ont accédé illégalement. » Quoi, je n'ai jamais rien signé. Oui. Et c'est exactement pour cela que nous avons besoin de votre déclaration. Je me suis assise lentement, l'estomac noué. Ils avaient falsifié mon nom. Ils avaient utilisé mon identité, ma signature, pour voler sur le compte en fiducie que ma grand-mère avait laissé pour ma future éducation médicale. Je ne sentais plus mes jambes. Ils avaient volé mon avenir, même quand j'étais parti. C'est à ce moment-là que quelque chose de sombre s'est élevé en moi. Froid calculateur acéré. Fini le silence. Ils allaient découvrir exactement qui ils avaient élevé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je me suis assise sur le bord de mon lit jumeau dans le logement des internes, fixant l'écran pendant que je relisais les documents juridiques que l'avocate m'avait envoyés par courriel. Mes parents avaient accédé à ma fiducie éducative, des fonds que ma grand-mère avait mis de côté spécifiquement pour mon avenir médical,
et avaient détourné près de 60 000 dollars sur 4 ans. Discrètement, sans me le dire, le tout falsifié sous mon nom. J'avais la nausée. Mes mains tremblaient. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'après tout, après avoir déchiré mon diplôme, m'avoir traité d'égoïste, avoir déversé leur déception sur moi, ils avaient encore trouvé un moyen de me prendre quelque chose. Et maintenant, je pouvais avoir des ennuis judiciaires si je ne lavais pas mon nom. J'ai appelé Samantha le lendemain matin. Ma voix était stable, bien que ma poitrine soit serrée. « Je coopérerai pleinement », lui ai-je dit. « Chaque document dont vous avez besoin, chaque formulaire, chaque déclaration, je vous l'enverrai. » « Et si nous avons besoin que vous témoigniez ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas hésité. Je serai là. Je n'avais plus peur. J'étais furieuse. Pendant mes pauses déjeuner, je remplissais des papiers. Après mes gardes, je compilais chaque courriel, chaque transaction bancaire et chaque signature scannée que je pouvais trouver pour prouver mon innocence. Et quelque part dans la folie de la vie hospitalière et de la préparation juridique, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Ils n'avaient jamais pensé que j'y arriverais. Ils pensaient que j'échouerais, que je reviendrais en rampant, en m'excusant. Au lieu de cela, je constituais un dossier et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les semaines ont passé. Je me suis plongé encore plus dans le travail. J'ai sauvé un enfant qui s'était presque noyé, aidé une mère à accoucher de jumeaux pendant une panne de courant et réanimé un homme qui a fait un arrêt cardiaque juste devant moi. Chaque vie que je touchais ajoutait une nouvelle couche à la femme que je devenais et chaque petite victoire rendait la cruauté de mes parents plus insignifiante. Jusqu'au jour où, alors que je me changeais dans le vestiaire, après une double garde, j'ai vu un courriel sur mon téléphone avec un nom que je n'avais pas lu depuis des années. Objet. Je suis désolé. De Dylan Parker. Je l'ai juste fixé. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Je ne savais pas si je voulais jeter le téléphone ou lire chaque mot. Finalement, je l'ai ouvert. J'tékai. Elena, maman et papa s'effondrent. Papa a eu un léger accident vasculaire cérébral la semaine dernière. Ils ne voulaient pas que tu le saches. Je sais ce qu'ils ont fait. Je ne les ai pas arrêtés. Je n'ai rien dit. J'étais jaloux. J'ai échoué. Et je détestais la facilité avec laquelle tu réussissais. Mais maintenant, ils ont besoin d'aide. Nous en avons tous besoin. S'il te plaît, rentre à la maison. Je l'ai lu 3 fois. Pas une seule fois il n'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois il n'a dit « Je suis fier de toi ». Ils avaient besoin d'aide. C'était la seule raison pour laquelle ils me contactaient. Mais je n'étais plus cette fille-là. Je n'étais plus la fille qui laisserait tout tomber et rentrerait à la maison les larmes aux yeux. J'étais Elena Parker, docteur en médecine, et j'étais sur le point d'entrer au tribunal avec suffisamment de preuves pour enterrer leurs mensonges. Le jour du procès est arrivé. J'ai pris l'avion pour Bâton Rouge. Je n'ai dit à personne que je venais. Je suis entré dans cette salle d'audience vêtue d'un tailleur gris anthracite avec un maquillage minimaliste et la même confiance tranquille que j'avais acquise dans les salles d'urgence et les blocs opératoires. Mes parents étaient plus déjà assis. Les cheveux de ma mère étaient parfaits, ses lèvres pincées. Mon père était assis dans un fauteuil roulant paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Mais la froideur dans ses yeux n'avait pas vieilli d'un jour. Dylan était là aussi affalé dans son coin, évitant mon regard. Quand le juge m'a demandé de m'avancer, je l'ai fait sans hésitation. « Je n'ai pas autorisé ces retraits », ai-je dit. « Je n'ai aucune connaissance de ces documents. Ce ne sont pas mes signatures. Et voici les originaux pour le prouver. » Ma voix n'a pas tremblé. Ma main n'a pas tremblé. Je n'étais pas émotive. J'étais factuelle, inébranlable.
Et quand l'avocat de la partie adverse a tenté d'insinuer que j'étais juste une fille amère, cherchant à se venger, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Si protéger mon nom et mon avenir est considéré comme une vengeance, alors oui, je suppose que je le suis. » Le juge a statué en ma faveur. Mes parents ont été condamnés à rembourser la totalité du montant plus des amendes. Leurs comptes ont été temporairement gelés. Et plus que ça, ils ont été exposés au tribunal, à la communauté, aux personnes mêmes à qui ils avaient menti. Après, je suis sorti seul. Le soleil a frappé mon visage. L'air sentait différemment. Je pensais qu'il pourrait me poursuivre, m'appeler, s'excuser. Mais il n'y a eu rien jusqu'à ce que j'entende des pas. C'était Dylan. Il a couru pour me rattraper sur le parking, sa voix hésitante. « Elena, attends !» Je me suis retourné. « Quoi ? Je ne savais pas qu'ils avaient falsifié ta signature. Je pensais qu'ils avaient juste... je ne sais pas. Pris l'argent discrètement. »« Tu n'as pas demandé, tu t'en fichais. » Il s'est frotté le visage honteux. « Je ne sais pas quoi dire. Tu as changé. »« J'ai dû, » ai-je répondu. Personne d'autre ne m'a protégé. J'ai dû devenir mon propre bouclier. Il m'a fixé pendant un long moment, puis a dit « J'aurais aimé être plus comme toi. » Et pendant un instant, juste un bref éclair, j'ai vu le garçon avec qui j'avais grandi. Le frère que je protégeais. Celui qui n'était pas tordu par le ressentiment. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas faire semblant. « J'espère que tu trouveras une solution, Dylan, » ai-je dit doucement. Mais j'ai fini de porter le poids de cette famille. Je suis monté dans ma voiture de location et je suis parti. Pas avec triomphe. Pas avec la vengeance pompant dans mes veines. Juste la paix. Une paix réelle, méritée, tranquille. Mais la vie n'avait pas tout à fait fini de réécrire le scénario, car exactement 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue de l'avocat successoral de ma grand-mère. Mon souffle s'est coupé en la lisant. Apparemment, il y avait un autre fond, un que ma grand-mère avait créé des années avant sa mort, un dont elle n'avait jamais parlé à mes parents, parce qu'elle craignait qu'ils n'essaient de le contrôler aussi. Il avait mûri pour atteindre un montant significatif, et j'en étais l'unique bénéficiaire. Il n'y avait qu'une seule condition, que je l'utilise pour aider les autres. Pas eux. Pas la famille qui m'avait brisé, mais les gens qui avaient besoin d'être sauvés comme moi autrefois. J'ai souri. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'en fin de compte, quelqu'un avait cru en moi depuis le début. Pas parce que j'étais une fille ou une sœur, mais parce que j'étais moi. Et maintenant, j'avais le pouvoir de devenir ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Inarrêtable. Je n'ai parlé de l'héritage à personne, ni à mes co-internes, ni à mon mentor, ni même à ma plus proche amie à Chicago, Kelsey. Ce n'était pas parce que je ne leur faisais pas confiance. C'était parce que je savais qu'au moment où je le partagerais, l'histoire tournerait autour de l'argent. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de liberté. Cette lettre de l'avocat de ma grand-mère a tout changé. Le fonds n'était pas seulement généreux, il changeait la vie. Assez pour rembourser chaque centime de mes prêts étudiants, acheter un petit appartement et avoir encore beaucoup à investir. Mais ce qui m'est resté plus que le chiffre, c'est la dernière ligne de la lettre. Utilise-le pour aider les autres comme toi. Ceux qui sont négligés, sous-estimés et ignorés. C'était comme si elle savait ce qui allait arriver avant tout le monde. Elle savait qu'ils essaieraient de me détruire. Elle savait qu'ils échoueraient. Alors j'ai fait un plan. Première étape. J'ai pris 1 semaine de congé, mes premières vacances en 3 ans. Deuxième étape, j'ai de nouveau pris l'avion pour Bâton Rouge, discrètement, non pas pour leur rendre visite, mais pour lui rendre visite à la vieille maison de ma grand-mère, maintenant vide, abandonnée, mais conservant encore l'odeur de cire au citron et de thé au jasmin.
La pelouse était en friche. Le porche grinçait, mais dès que je suis entré, je me suis senti chez moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie dans le manoir de mes parents. Je suis resté là un long moment, et puis j'ai appelé un entrepreneur. Je ne leur ai pas raconté toute l'histoire, juste que je voulais la restaurer, en faire quelque chose de nouveau. Un endroit pour les filles comme moi, des étudiantes en médecine sans soutien. Des mères adolescentes essayant de finir leurs études. Des jeunes femmes avec du potentiel, mais personne pour les soutenir. J'allais construire un refuge, un tremplin, une véritable porte de sortie pour les femmes coincées dans des situations comme la mienne. Le premier de beaucoup. Mais bien sûr, la nouvelle s'est répandue. Je n'étais en ville que depuis 2 jours quand j'ai vu ma mère. Elle est apparue devant la maison, les bras croisés, des lunettes de soleil sur le nez, les lèvres pincées. « Elena » a-t-elle dit comme une formalité, comme si j'étais une cousine éloignée. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a regardé autour d'elle, sans être impressionnée. « Alors c'est ce que tu fais maintenant, Transformer, sa maison en quoi ?»« Un abri. » Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée. « Tu penses que ça te rend noble ? Après ce que tu as fait à cette famille, je suis restée silencieuse. Tu as humilié ton père. Tu t'es retourné contre ton frère. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. C'est là que j'ai enfin parlé. Calme, froide, directe. Non. J'ai juste refusé d'être utilisée par vous plus longtemps. Elle a cligné des yeux. Vous m'avez volé, ai-je ajouté. Vous m'avez menti. Vous n'avez même pas sourcillé quand il a déchiré mon diplôme. C'était toute ma vie. Son visage a eu un tic comme si j'avais touché un nerf. Je suis venue ici pour offrir la paix, a-t-elle dit sèchement. Mais de toute évidence, tu es toujours amère. J'ai souri. Pas amère. C'est juste fini. Puis je me suis retournée et je suis rentrée à l'intérieur, fermant la porte derrière moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je les avais enfin exclus pour de bon. Et c'était sacrément bon. Le refuge a ouvert 6 mois plus tard. Nous l'avons appelé le projet Magnolia en hommage à ma grand-mère qui disait « Les magnolias fleurissent même dans un sol dur ». Les 2 premières filles que nous avons aidées ne me ressemblaient en rien extérieurement. L'une avait 17 ans chassée par son beau-père pour vouloir étudier les soins infirmiers. L'autre était une mère célibataire fuyant une relation abusive, essayant de finir son diplôme d'études secondaires. Mais elles portaient toutes les 2 le même poids que moi, autrefois, la douleur d'être non désirées, non protégées, sous-estimées. Nous leur avons donné des lits, de la nourriture et du calme. Un thérapeute venait chaque semaine. Un conseiller d'orientation était bénévole le samedi. Je leur enseignais les bases de la réanimation cardio-pulmonaire et de l'anatomie le dimanche. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Puis de nulle part, j'ai reçu un message d'une journaliste locale nommée Mara Jennings. Elle voulait couvrir le projet. Au début, j'ai hésité. Je ne voulais pas d'attention. Je voulais juste un impact. Mais je me suis souvenu de ce que mes parents craignaient le plus, la révélation publique. Alors j'ai accepté. L'article est paru ce week-end-là. Une docteure transforme son héritage en refuge pour les filles oubliées, l'histoire de Magnolia. Il est devenu viral localement. Les dons ont afflué. Les bénévoles se sont présentés. Et les rumeurs aussi. Parce que l'article n'a pas éludé la vérité. Il mentionnait mon diplôme, détruit les documents falsifiés, le procès tout. Soudain, les gens de Bâton Rouge ont commencé à regarder ma famille différemment. Je ne cherchais pas la vengeance, mais je tenais à la vérité. Et puis, un matin, alors que j'organisais les armoires à pharmacie dans l'aile de la clinique, j'ai entendu des pas sur le porche. Dylan. Il avait l'air différent, plus maigre, fatigué, les yeux injectés de sang. « Elena !»
dit-il à peine audible. J'ai besoin d'aide. Je suis resté immobile. Pas de colère, pas de bienvenue, juste l'attente. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai tout gâché. Vraiment. J'ai essayé d'entrer dans ce programme de commerce que maman a payé. J'ai abandonné. J'ai pris de l'argent à un ami. Il menace de me poursuivre. Je n'ai personne d'autre. Mon estomac s'est noué. C'était le même frère qui était resté silencieux pendant que ma vie était mise en pièces, qui m'avait regardé faire mes valises, partir et disparaître sans lever le petit doigt. Maintenant, il avait besoin d'être sauvé. Je n'ai pas parlé pendant 30 bonnes secondes. Puis j'ai demandé « Pourquoi es-tu ici, Dylan, vraiment ?»« Parce que je sais que tu aides les gens maintenant. »« J'aide les gens qui essaient, » ai-je dit froidement. « Tu veux de l'aide ou tu veux un raccourci ?» Il n'a rien dit à juste baisser la tête. « Je ne suis pas ta bouée de sauvetage, » ai-je ajouté. « Mais il y a un canapé à l'intérieur. Il y a de la nourriture dans le frigo et un travail à faire si tu es prête à travailler. » Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, il a murmuré « Je le mériterai ». Je ne lui faisais pas entièrement confiance. Mais je lui ai donné la même chance qu'aux étrangers, car la gentillesse n'était pas une faiblesse, et les limites n'étaient pas de la cruauté. Dylan est resté. Au début, c'était difficile. Il arrivait en retard à ses services, avait du mal à suivre le rythme du travail, et ses vieilles habitudes revenaient comme des ombres, la colère, les excuses, le blâme. Mais lentement, quelque chose a changé. Un soir, une fille est arrivée au refuge affolée. Elle s'appelait Maya, 16 ans enceinte, et fuyant un petit ami violent. Elle était terrifiée, à peine capable de parler. Dylan a été le premier à la calmer. Il s'est assis à côté d'elle, lui offrant une main stable. Je regardais depuis l'embrasure de la porte. Il n'était pas parfait. Loin de là. Mais à ce moment-là, il était réel, présent, attentionné. Au cours des mois suivants, Dylan a travaillé plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé. Il a suivi des cours au collège communautaire voisin, a commencé à faire du bénévolat avec moi dans les cliniques et arrivait tôt chaque jour. Il ne s'agissait pas seulement de rembourser une dette, il s'agissait de se changer lui-même. Puis de nulle part, mes parents sont revenus en ville. Leur visage était marqué par le regret, ou du moins c'est ce qu'ils voulaient faire croire à tout le monde. Ils se sont présentés au gala de charité du projet Magnolia. La salle est devenue silencieuse à leur entrée. Des chuchotements ont parcouru la foule. Je me tenais près du podium, regardant ma mère s'approcher. « Elena !» dit-elle, la voix douce mais tendue. « Nous avions tort sur tout. Nous voulons faire amende honorable. » Les yeux de mon père étaient baissés, sa fierté disparue. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit « Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de responsabilité. Si vous voulez aider, vous le prouverez en soutenant cet endroit, pas avec des mots. » Ils ont hoché la tête, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Dylan s'est avancé. « Maman, papa, » a-t-il dit fermement. « Je travaille ici maintenant. Vous devrez mériter votre place. » Ils ont semblé stupéfaits. Pour une fois, la famille n'était pas centrée sur les anciens rôles ou le favoritisme. Il s'agissait de qui était présent, qui changeait, qui se battait. Cette nuit-là, alors que le gala se terminait, je me tenais sur le porche de la vieille maison, maintenant entièrement restaurée et animée de vie à l'intérieur. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, le diplôme, déchiré, les procès, la famille brisée. Mais plus important encore, j'ai pensé à tout ce que j'avais gagné, la force, un but et le pouvoir de réécrire ma propre histoire. Une histoire où personne ne pouvait me briser, parce que je n'étais plus la fille qui avait besoin d'être sauvée. J'étais la femme qui sauvait les autres.